c'est Mireille Salou, liaison multilingue pour le Conseil du comté de Montgomery avec une autre édition. Le comté de Montgomery est un endroit diversifié et notre mission est de fournir à chacun des informations dans sa langue respective. Le Conseil travaille dur pour vous fournir des informations précises dans votre langue. Dans l'émission d'aujourd'hui, je parle à Maître Malik Diop, un avocat spécialisé en droit pénal, civil et commercial, ainsi qu'en droit de l'immigration et international. On va discuter sur un des sujets très demandés, l'immigration pendant le COVID-19, et en particulier sur le décret exécutif que le président Trump a signé et comment cela affecte les immigrants. Merci pour être avec nous, Maître. C'était un plaisir d'être avec moi, c'est un grand honneur. Merci. Okay. Donc, commençons. Donc, j'ai parlé à beaucoup de résidents qui sont concernés à propos de ce décret et ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, comment ça va leur affecter. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce nouveau, c'est plus nouveau, ça fait, je pense, un mois ou plus d'un mois qu'il l'a signé, mais comment ce décret exécutif affecte les immigrants qui sont déjà dans ce pays et ceux qui veulent rentrer dans ce pays dans le futur? Merci de la question. C'est une très bonne question parce qu'au départ déjà, en avril, le 21 avril déjà de cette année, lors d'une conférence de presse qui avait trait au COVID-19, le président avait déjà déclaré qu'il signerait un décret qui aurait pour effet de limiter ou bien même d'interdire les immigrants, ceux qui attendaient et qui ont un visa d'immigrant, d'entrer dans ce pays. Cela va faire beaucoup de bruit, mais il y a eu aussi la pression. En fait, tout le monde avait peur et vous vous rappelez des interdictions qui avaient eu lieu dans le passé avec ce qu'ils appelaient le Muslim ban, et puis des trucs comme ça. Et on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait un impact énorme. Ça se comprend aussi parce que c'était pour plus ou moins dévier l'attention des gens par rapport à cette situation du COVID-19. Et on sait qu'en fait, les immigrés, ce sont les gens sur qui il va se défouler chaque fois qu'il y aura un problème comme ça. Donc, c'est ce qu'ils appellent des scapegoats. Et au terme, après 2 jours, ce décret, il a signé ce décret. Et ce décret, en fait, fait moins de dégâts qu'on pourrait l'imaginer. Parce qu'on se disait que peut-être que ça allait affecter ceux qui sont déjà dans ce pays. Et heureusement que ça n'affecte pas actuellement ceux qui sont dans ce pays. Okay. Bon, cela affecte les gens qui sont en train d'attendre un visa d'immigrant, ou bien les gens qui ne sont pas en possession encore à la date du 23 avril, qui n'étaient pas en possession d'un visa d'immigrant. Et en fait, il y a une limitation, en ce sens que déjà, ça affecte tous ceux qui attendent donc un visa d'immigrant. À l'instar, premièrement, ça affecte tous ceux qui pouvaient attendre un visa d'immigrant d'une personne qui est titulaire d'une green card. Vous prenez par exemple l'exemple d'une personne qui a une green card et qui voulait faire venir sa famille, ses enfants, quel que soit leur âge, ou son époux ou bien son épouse, ces gens-là, s'ils n'ont pas obtenu leur visa d'immigrant à la date du 23, ils n'entreront pas dans ce pays-là. Il s'agit aussi des parents et des frères et sœurs et des enfants majeurs des citoyens américains qui n'ont pas encore reçu, qui n'avaient pas un visa d'immigrant à l'époque. Seuls sont exemptés les enfants de citoyens américains qui sont mineurs. Il faut voir aussi que ça affecte tous ceux qui avaient gagné à ce qu'on appelle la loterie diversité. Donc, ces gens-là, aussi, tant qu'ils n'avaient pas obtenu leur visa d'immigrant, ils ne peuvent pas entrer ici. Il s'agit aussi de tous ces gens-là qui n'ont pas pu, par exemple, pour les travailleurs, ceux qui avaient fait une demande pour pouvoir venir travailler ici, ces gens-là aussi, ils ne peuvent pas, tant qu'ils n'avaient pas ce visa d'immigrant, espérer rentrer ici.
Donc, il y a une longue liste. Et cette longue liste, quand même, a été étayée. Il y a eu quand même des exceptions. Et puis, on s'y attendait. Comme je dis, c'est-à-dire qu'on prend des enfants des citoyens américains, des enfants mineurs, pas majeurs. Euh, euh, donc, on prend en compte aussi tous sont exclus aussi de cette interdiction. Bon, ceux qui ont des visas non immigrants, par exemple, il faut prendre le cas des étudiants qui ont un visa F1, ils n'en font pas partie. De même aussi, il y a par exemple, les investisseurs étrangers. Vous savez qu'avec ce qu'ils appellent le EB5, ces gens-là, quand vous investissez 1 million ou 500 000 dollars aux États-Unis, vous pouvez facilement entrer, avoir votre green card. Ces gens-là ne sont pas visés. Donc, il y a aussi cette partie de gens qui sont prêts à venir aider les Américains. On parle de docteurs, des infirmiers ou des infirmières d'État, des professionnels de la santé. C'est de leur famille et de leurs épouses ou époux aussi, ces gens-là sont autorisés à entrer même s'ils n'avaient pas obtenu ce visa d'immigrant, on doit les laisser entrer parce que, en fait, c'est dans l'intérêt des États-Unis. Il y a les étrangers aussi qui sont dans l'armée américaine. Ces gens-là aussi, avec leur famille, leurs enfants et leurs femmes sont autorisés à rentrer. Donc, ça, c'est pour l'intérêt exclusif des États-Unis. Mais pour tous les autres, la plupart du temps, sont obligés de rester et d'attendre. Ce qui fait que, ce n'était pas comme prévu. Actuellement, on pense qu'il y a à peu près 52 000 personnes qui étaient dans cette situation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que les ambassades sont fermées et que les applications ne sont pas normalisées, le problème reste entier qu'il y a beaucoup de gens il y aura un énorme retard. De même, dans ceux qui sont exclus, il y a aussi des enfants qui ont fait l'adoption, qui ont fait une certaine catégorie, les IA4 ou bien les IH4. Ces gens-là aussi sont exclus de la liste des gens qui ne pourraient pas rentrer. Donc, grosso modo, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, c'était un coup dur d'entendre que l'immigration va être suspendue. Mais pour le moment, quand même, il faut dire que le nombre est assez limité. Et que, déjà, donc, ceux qui sont déjà aux États-Unis ou bien ceux qui ont une green card ne sont pas concernés. Donc, on voit que, ça commence à s'éclaircir, mais c'était un coup, je crois, de publicité de la part du président de vouloir détourner l'attention des citoyens américains sur la situation actuelle de COVID-19. Okay. Bon, merci pour l'information, toutes les informations et comment vous avez expliqué en détail. Je suis sûre que ça peut aider tout le monde. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer aux rendez-vous qui ont été déjà prévus, comme les interviews du Green Card ou d'autres interviews? Est-ce qu'ils vont être annulés et j'imagine qu'ils vont être annulés à cause du COVID-19. Qu'est-ce qui va se passer à ces rendez-vous? Et est-ce que cela va entraîner un retard extrême dans le système d'immigration qui est déjà en retard? Oui, certainement, parce que moi, je me rappelle, déjà depuis le mois de mars, la première semaine du mois de mars, je me déplace beaucoup. Et presque tous les dossiers, par exemple, qui sont au niveau du système du tribunal d'immigration. Et tous les rendez-vous, que ce soit les interviews ou bien même les prestations de serment pour la naturalisation, tous ces événements ont été annulés ou bien repoussés. Et c'est jusqu'à la date du 14 mai, il y a beaucoup de centres d'immigration ou bien de bureaux d'immigration, par exemple comme ici, nous à New York ici, on a reçu l'information que ce qu'ils appellent le centre d'immigration va être ouvert à partir du 4 juin. Donc, mais tous les rendez-vous qui avaient été pris ou bien pour lesquels on avait envoyé des convocations, donc, tous ces rendez-vous que vous ayez reçu une notification à travers la poste ou pas, tous ces rendez-vous ont été déplacés parce qu'il faut dire que tous les bureaux d'immigration aussi ont été fermés. Il faut comprendre que, comme ils ont fait dans
dans tous les autres établissements, il y a la plupart, on peut dire que 80 à 90% du personnel de l'immigration travaillait à partir de chez eux-mêmes. Et vous savez que c'est un domaine assez pointu et assez sensible au point qu'on peut dire que bon, la détermination d'une green card ou bien d'une interview ne peut pas se faire au téléphone. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent des firewalls et que je suis sûr que c'était une question comment dirais-je, de convenance personnelle, mais ils n'avaient pas les gens. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les gens doivent comprendre aussi, parce que là, on a cette inside information, c'est qu'effectivement, il y a eu tellement de mails, il y a eu tellement de lettres envoyées, bien de dossiers envoyés, que certains bureaux étaient complètement débordés au point qu'ils ont renvoyé, qu'ils ont déplacé ce mail dans d'autres centres, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de confusion. Pour moi, on m'avait retourné un dossier, par exemple, il a fallu presque 5 semaines pour que je reçoive le paquet. Donc, il faut que les gens soient patients parce que déjà, l'immigration n'a jamais travaillé, ils ne travaillent pas au-delà des heures normales. Comme tu dis, ils ne font pas de autant la plupart du temps. C'est pour ça que le process est très lent. Mais actuellement, si vous voyez ce qui se passe, non seulement que ça soit au niveau des ambassades, que ça soit au niveau des centres ici, je crois qu'il faudra du temps pour que les choses soient à l'ordre du jour. Et ce qui est extrêmement important, c'est ça aussi, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient reçu des lettres d'explication, si vous avez des RFI, c'est-à-dire Request for Evidence. Et ces gens-là, normalement, on leur donnait, par exemple, 30 jours ou 87 jours. J'ai vu que dans certains cas, ils ont prorogé ce délai, mais si ce délai-là aussi n'est pas prorogé, il faut que les gens prennent les devants et essaient de leur expliquer que pour les raisons qu'on connaît, ils ne pourraient pas acheminer dans leur bureau les documents dont ils ont besoin. Ça va être très confus et ça affecte en même temps, Michel, comme les gens actuellement, les touristes qui étaient venus ici aussi. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont là. Beaucoup d'entre eux sont restés au-delà de la période qu'on leur avait accordée, du temps qu'on leur avait accordé, et ils risquent de tomber sous le coup d'être inéligibles la prochaine fois qu'ils voudront entrer aux États-Unis. Donc, actuellement, c'est une confusion. On ne sait pas. Peut-être dans un mois, tout va se décanter, mais il faut compter sur le renvoi des interviews et ça peut impacter quelqu'un dans son travail. Parce que les employeurs, la plupart du temps, ils ne sont pas patients aussi. Chaque fois qu'ils demandent, par exemple, une autorisation de travail, si vous n'avez pas la carte, même si vous leur présentez la lettre de reçu, ça ne les satisfait pas. Ils attendent que vous leur apportiez la carte elle-même. Et actuellement, dans cette situation, il est un peu difficile de pouvoir donner tous les papiers dont on a besoin. Oui. Et si quelqu'un est en train de travailler et ils doivent renouveler leur carte d'emploi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, mais justement, je crois que moi, ce que je fais, moi, j'anticipe, la plupart du temps, ce que je fais, je prends mon téléphone, bien, s'il faut même accompagner le client et parler avec l'employeur pour lui dire, écoutez, je suis en charge et tout, on a le reçu et tout. Normalement, quand vous avez une autorisation de travail et qu'elle expire et que vous faites la demande de renouvellement, quand vous recevez le reçu, en fait, ça augmente automatiquement. Il y a comment dirais-je, il y a automatiquement une prolongation automatique de 4 mois, 120 jours. Pendant 120 jours, l'employeur ne peut pas vous demander votre carte de travail. Donc, c'est une autorisation automatique. Bon, c'est une technique, c'est une technique qui est très, très importante pour permettre aux gens de pouvoir continuer le travail. Parce que moi, j'ai eu des cas, par exemple, au niveau de Baltimore, par exemple, où l'employeur avait. Je me suis déplacé jusque là-bas, mais après, comme je sois parti, mais le lendemain, il a dit à ma cliente, écoutez, je suis désolé, vous n'avez pas la carte, il faut arrêter. Et ça a duré 4 ou 5 mois pendant lesquels, en fait, sans les aides des parents ou bien des proches, la personne n'aurait pas survécu.
Mais je crois qu'ils ont trouvé maintenant une façon de contourner ce problème et de dire qu'automatiquement, la carte est prorogée de 120 jours dès que la personne a payé pour pouvoir avoir sa carte renouvelée. OK. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres informations ou problèmes que les immigrants dont le statut est en attente devraient savoir? Oui, oui. Non, non, je crois que c'est extrêmement important. Je crois que nous tous, on est en train d'être les témoins d'une situation. La situation se détériore au niveau des États-Unis. Et moi, que ce soit les démocrates ou les républicains, je les mets dans le même sac. Et je suis fier de dire ici que seuls nous, les avocats, et les groupes tels que les vôtres, effectivement, nous sommes les seuls à essayer de défendre les intérêts des immigrants. Ça, c'est derrière. C'est la dernière fois qu'on a parlé de régulariser les papiers, c'était sous Reagan en 1986. On a vu que Bush, fils, avait essayé de faire quelque chose juste avant qu'il ne parte. Pourtant, je crois que c'était un document sur lequel on pouvait continuer. Mais le président Obama est venu. Dans son premier mandat, l'immigration était en deuxième ligne. Dans son deuxième mandat, l'immigration était en première ligne, mais rien n'a été fait. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ces gens-là nous utilisent comme, pour des raisons politiques. On parle d'immigration, on parle de papier, mais il n'a jamais été question d'une régularisation sérieuse. Regardez le problème des enfants, ce qu'on appelle les DACA. C'est des enfants qui sont venus ici sans le consentement. J'ai eu un client qui est venu ici quand il avait 2 ans, 5 ans, 10 ans, et qui ne connaissent que les États-Unis. Et pour ça, je crois que pour des raisons humanitaires, on devait pouvoir régler ce problème. Et ne pas faire peser sur eux, par exemple, les erreurs que leurs parents avaient commises. Mais on est jusque-là. Ils sont presque 700 000. Et depuis le début de tout ce qui se passe autour, on voit que les enfants, maintenant, ont tendance à sortir du pays, à aller en Europe pour essayer d'avoir une formation ou bien de se caser. On a vu que beaucoup de ces enfants-là sont bloqués en Espagne, en France ou en Angleterre, parce qu'on ne leur a pas permis de rentrer dans ce pays, parce qu'effectivement, ils sont là depuis l'âge de 4 ans ou de 5 ans. Donc, il est extrêmement important que les gens aussi comprennent, ce n'est pas de la publicité qu'on fait, il faut que les gens aussi comprennent les capacités ou bien ce que leurs avocats peuvent faire. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment des gens qui se retrouvent avec des dossiers qui n'ont pas été bien faits dès le départ. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut demander parfois un deuxième avis et tout. Donc, il faut que les gens aussi restent sur le qui-vive. Il faut que les gens demandent des questions, des explications. Parfois, vous voyez qu'on rejette une application. Et c'est sur la base d'un vocabulaire, quand vous lisez la lettre qui, par exemple, rejette la demande de green card ou bien de pétition, vous voyez que parfois c'est un vocabulaire qui est assez compliqué, assez technique. Et vous-même, parfois, vous vous dites, mais de quoi ils veulent parler? Donc, il faudrait aussi que les gens qui sont dans cette profession, qui sont là pour les immigrés, il faut que quand même qu'ils les prennent au sérieux. Ce n'est pas une question d'argent. C'est des gens qui ont leur vie là, leur famille, et il faudrait qu'on les aide à fond, qu'on les aide et qu'on fasse des émissions comme ça, qu'on puisse les éclairer. Moi, vous êtes la bienvenue, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment et s'il faut prendre des questions et répondre à vos téléspectateurs. C'est extrêmement important parce que actuellement, en fait, le pays est dans une tension. Et nous, on est les boucs émissaires. On est les boucs émissaires. Les immigrés sont les boucs émissaires. Les gens ont beau parler, mais si nos droits ne sont pas confinés même, je pourrais dire, maintenant, ils n'ont pas été répandus, puis on n'a pas l'aide qu'il nous faut de la part, que ce soit du parti, quel que soit le parti au pouvoir. Donc, il faut que nous prenions en charge nous-mêmes, nos familles, nos problèmes,
qu'on encourage des organisations telles que la vôtre, où les gens pourront avoir accès à certaines informations. Effectivement, le problème, c'est pas aussi, c'est un problème d'argent. Bon, il y a beaucoup de nos confrères, effectivement, vous les appelez pour une consultation, vous n'avez pas la solution, vous devez payer $100, $150, ou bien c'est un dossier où on vous demande 5 000, 7 000, 10 000 $. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont éligibles même pour avoir une green card, mais qui n'ont pas les moyens. Parce que si vous regardez les filles, par exemple, ce qu'on paye depuis 2016, ces filles-là ont plus que triplé. Et vous avez un avocat qui vous demande 5 000 ou 10 000 $. Il faudrait attendre. Oui. Donc, nous invitons nos collègues et puis nous vous invitons aussi à nous contacter quand vous sentez le besoin et on sera là pour discuter avec vous des détails et vous guider et pour que vous puissiez avoir les papiers qu'il vous faut. Parce qu'il sera extrêmement difficile dans le futur pour les gens de venir comme on le faisait avant, travailler sans pour autant avoir les papiers adéquats. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on donne à nos confrères, à nos consoeurs, de pouvoir être critique et tout, et de ne pas se jeter aussi sur ce qu'ils appellent les notariés. La plupart du temps, certaines personnes vous diront, oh non, non, moi je fais ça, j'aide les gens, venez, je vais vous. Alors que ces gens-là, la plupart du temps, non seulement vous ne verrez jamais leur nom sur les applications, parce que le problème qui se pose, c'est ils vont voir des gens parfois qui n'ont pas la compétence et qui disent qu'ils ont bien rempli leur application. Ils ne signent pas l'application et quand il y a des problèmes, l'immigration va vous dire, mais écoutez, c'est vous qui avez signé ce papier. Donc ne vous dites pas que c'est Maître Diop. Et aussi, là, ils ne sont pas du tout flexibles. Quand vous signez un document et que vous mettez l'information, cette information est inchangeable presque. Donc, il faut quand même essayer d'avoir des groupements ou bien d'être sûr que, par exemple, il y a un avocat ou bien un gars qui s'y connaît vraiment, qui était là pour aider la communauté. C'est une communauté qui est là, qui aide l'Afrique, qui nous aide. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous porter volontaire pour les aider à avoir leur papier. OK. Bon, Maître Malik, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui et pour nous fournir toutes ces informations et aussi expliquer tout de manière que c'est facile à comprendre parce que l'immigration peut être complexe et difficile à comprendre parfois. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Tout le plaisir est pour moi et encore, je vous souhaite un bon succès dans ces émissions. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez trouvé ma discussion avec Maître Malik informative. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la section des commentaires sur notre Facebook. Merci pour être avec nous et à plus tard.